Salut à tous et à toutes les expressistes, j'espère que tout va bien pour vous et que comme d'habitude vous vous gavez de cinéma. Et aujourd'hui on revient avec le film Adoration de Fabrice Duvel, un film que j'attendais un petit peu parce que je suis pas un grand amateur de Fabrice Duvel, mais j'ai vu ses 2-3 derniers films et quand même il a attiré mon attention, donc voilà, j'avais envie de voir un petit peu ce film et d'en parler avec vous. Dans cette vidéo, comment ça va se passer? Dans un premier temps, je vais vous faire part de mon ressenti global, le tout sans divulgation, donc pas de panique, hein, si vous n'avez pas vu encore le film, je vais pas vous gâcher les surprises en tout cas. Je vais également effectuer un verdict rapide, là aussi sans divulgation, est-ce que j'y vais ou j'y vais pas, est-ce que je vous le conseille, et je finirai par une longue partie interprétation et analyse, où là effectivement je vais revenir dans une partie avec divulgation sur les éléments du film et sur mon interprétation personnelle, donc comment j'envisage le film, comment je le comprends et comment je le vois, et on essaiera de débriefer tout ça ensemble et d'en discuter en tout cas. Ce qui semble au départ une simple amourette adolescente entre un jeune garçon et une jeune fille prend soudain un tour inattendu lorsque le petit couple décide de fuir l'institut psychiatrique dans lequel la jeune fille est confinée pour troubles graves et violents. Fabrice Duvel nous propose un film à la violence juvénile frontale et sourde, bien que manquant parfois d'intensité ou de subversion. Les jeunes acteurs principaux offrent une prestation organique, pas toujours totalement juste, mais pleine de naturel et d'allant. Le jeune Paul, un enfant solitaire et rêveur, est interprété avec une pudeur incandescente par le jeune Thomas Gioria, et sa partenaire de crime par la bouillonnante et solaire Fantine Ardouin. Quant à Benoît Poelvoorde, dans un rôle à contre-emploi, il nous fait montre d'un jeu bien plus nuancé qu'à l'accoutumée. Et même si son temps de présence à l'écran reste mineur, sa présence en impose, et l'écriture de son personnage allie une pointe d'humour bienvenue et touchante à un sérieux inhabituel, mais qui fonctionne parfaitement. La photographie insiste sur des décors naturels d'extérieur très clairs, très lumineux et solaires, permettant un décalage formel avec les actions ou les intonations parfois violentes ou simplement suggérées. Le tout baigne dans des atmosphères souvent éthérées, voire vaporeuses, convoquant les codes du conte, mais dans son versant sombre et cruel. La mise en scène, à la fois immersive et contemplative, allie la légèreté des plans généraux, montrant les protagonistes en dehors du temps et du monde, à la torpeur des plans intimes filmés à la caméra à l'épaule, perturbant les repères spatiaux et temporels du spectateur. Les thématiques matures du film oscillent dans un équilibre toujours sur le fil du rasoir, entre folie destructrice et meurtrière, premier amour passionné, soif de liberté et d'aventure, et prise de conscience des sacrifices à opérer pour sa propre sécurité. Se dégage alors de cette adoration un sentiment de mal-être et d'impuissance mêlée palpable, duquel on ne peut ressortir indifférent. Verdict, une œuvre imparfaite et qui sera loin de faire l'unanimité. L'aspect schizophrénique aurait mérité d'être plus approfondi. Le jeu des jeunes acteurs est très frais, bien que largement perfectible, et le fait de faire souvent crier la jeune actrice limite un peu sa partition, et peut finir même par irriter le spectateur impatient. Heureusement, l'histoire laisse libre cours à de multiples interprétations, et le travail de l'image est à saluer. On sent la maîtrise technique des cadres et de la création des ambiances lourdes, tantôt malsaines, tantôt grinçantes, et parfois légères. Bref, un film à voir si on aime ce type d'univers contemplatif et les histoires de folie paranoïaque. Ce qui est totalement mon cas, alors je suis convaincu et j'y vais. Tu me quitteras jamais? Non, jamais. Dans quelques instants, je vais vous livrer mon interprétation du film, comment je le comprends, comment je l'ai réfléchi, etc. Mais avant de passer à cette partie-là, je vous invite à liker, à commenter et à partager si ce début de vidéo vous a plu. Je vous en remercie d'avance, c'est vraiment important parce que ça permet de mieux référencer la chaîne et notamment de pouvoir parler plus de ce genre de film qui passe un petit peu inaperçu, il faut bien l'admettre. Et je vous invite également à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait et à rejoindre ainsi la communauté des expressistes, ainsi que à vous abonner aux différents réseaux sociaux de la chaîne que je vais indiquer quelque part par ici, hein, voilà. Je vous en remercie également d'avance pour ça, et on poursuit tout de suite cette vidéo. Après avoir vu la fin du film, j'ai pas pu m'empêcher de me poser cette question, même dans les 20 ou 30 dernières minutes du film. Je me disais, est-ce que ce qu'on voit à l'écran est vrai? Alors, c'est une question qui peut paraître un peu étonnante, mais c'est vrai que je me suis dit,
il y a beaucoup d'éléments en fait qui sont très perturbants et qui sont sujets, on va dire, à caution, et notamment en termes de fiabilité. Et c'est un peu ce que j'avais dit d'ailleurs sur ma vidéo du film Joker, par rapport au point de vue du narrateur, etc. Et là on suit le parcours du jeune garçon, et c'est vrai qu'on peut s'interroger sur sa fiabilité en fait, puisqu'il a, je pense, une instabilité mentale, et il y a beaucoup d'éléments en fait qui vont dans ce sens, et notamment aussi par rapport à l'instabilité mentale de Gloria, mais ça je vais y revenir. Et pourquoi je me dis que tout peut apparaître comme faux en fait, parce que pour moi en tout cas, d'après mon interprétation, le jeune garçon est interné en fait, et c'est lui qui est interné en fait, et c'est lui qui est complètement fou dans sa tête, parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui vont dans ce sens pour moi, et notamment cet aspect onirique qu'on retrouve tout au long du film. On a l'impression d'être dans un conte, d'être dans quelque chose d'un peu irréel, un peu hors du temps, hors de l'espace, et donc qui dit onirisme dit peut-être aussi aspect fantasmé, et donc un aspect fantasmé ça peut être un aspect imaginé en fait, totalement. Je démarre par un premier élément très simple, vous allez voir dans quel monde on a un gamin de cet âge-là qui va aider sa mère qui travaille dans un hôpital psychiatrique, apparemment, et dans quel monde on va avoir un gamin qui fait des allées-venues comme ça, comme il veut, dans cet hôpital psychiatrique. C'est un hôpital, en plus, on le voit, qui est quand même sécurisé, il y a quand même des infirmiers, etc. Et on le voit que les patients sont pris en charge 24 heures sur 24, ils sont enfermés notamment la nuit, à double tour. Bref, je vois qu'en termes de sécurité, je me dis c'est pas logique. Dans quel établissement on va du coup laisser un gamin, fût-il ici le fils de l'une des personnes qui travaille, le laisser rentrer comme ça? C'est pas possible. C'est pas possible. On fait pas ça, je pense. Moi, ça me semble pas. Alors, ça me semble soit pas cohérent, soit c'est une facilité scénaristique, mais ça m'étonnerait parce que je pense que le film est très bien écrit et bien construit. Soit c'est simplement un élément qui indique qu'on est dans quelque chose qui est du point de vue du gamin, où lui, dans son monde, il peut s'évader, dans son monde, il peut faire des allers-retours avec l'extérieur, etc. On le voit d'ailleurs que dans les scènes en extérieur, il est quasiment tout le temps seul, en fait. Il n'y a que les passages où Gloria le rejoint, il y a des moments où il va avoir des interactions avec les infirmiers, mais là aussi, c'est sujet à caution, parce qu'on peut se dire que les infirmiers sont dans des passages où lui, il les fantasme en étant à l'extérieur, là aussi. Donc, tout irait dans ce sens. Mais ce n'est qu'un premier élément, vous allez voir, j'ai d'autres billes à fournir, notamment le passage où il va s'introduire dans la chambre de Gloria, donc la nuit. Et là, il y a plusieurs éléments, on va dire, d'un point de vue, alors déjà, de la mise en scène, où on voit effectivement, le gamin arrive à s'introduire. Alors déjà, comment il fait? Ok, il a trouvé les clés, etc., mais bon, il y parvient. Et donc, un deuxième élément, c'est qu'il va se réfugier sous le lit, en fait, de Gloria, et ce qu'il faut savoir, c'est que très souvent, les enfants, quand ils se réfugient sous le lit, ils ont peur de quelque chose d'imaginaire, en fait. Donc, c'est vrai qu'il y a cet aspect-là, où on retourne sur l'imaginaire d'un point de vue, on va dire, purement métaphorique. On serait sur l'imaginaire. Est-ce qu'il fuit un imaginaire? Est-ce qu'il fuit une vision de Gloria qu'il invente? C'est possible. Surtout que, là aussi, je le répète, ce lieu est surveillé nuit et jour. Donc, comment il s'introduit là? Comment il peut se retrouver là? S'il n'y est pas déjà, en fait, en réalité, est-ce qu'il n'était pas déjà dans cette chambre? C'est possible. Après, vous allez me dire comment il est sorti, etc. Bon, il avait les clés, etc. Bon, ok. Mais peut-être que simplement, soit il n'est jamais sorti de ce lieu, soit il y est sorti parce que, pour X raisons, peut-être que les infirmiers ont oublié de fermer. Voilà, c'est possible, en fait. Mais bon, bref. Mais en tout cas, ça ne nous est pas montré. On nous montre, j'ai l'impression avec ce film, que ce qu'on veut nous montrer, en fait. Une autre scène également qui peut faire réfléchir, c'est le moment où les deux s'évadent. En fait, le duo va s'évader. Il se retrouve confronté dans le couloir, juste en face de l'escalier, à la jeune femme, en fait, du coup, on va dire, qui les surveille, etc., et veut les empêcher de partir. Et c'est vrai que dans cette séquence, c'est une séquence très bizarre, elle regarde très longuement et très attentivement le jeune homme et pas trop la jeune fille, et elle lui dit c'est toi qui as voulu sortir, c'est toi qui as fait le nécessaire pour la faire sortir, etc. Et on voit Gloria se jeter sur la jeune femme et la pousser à travers la rambarde, etc. Mais là aussi, comme cette femme, elle est seule avec les deux, est-ce qu'on peut pas se dire que là aussi c'est inventé, c'est fantasmé, c'est la part d'ombre du jeune homme qui a agi, et ce serait à ce moment-là, en fait, tout simplement, lui qui effectue ce geste, et pas Gloria, en fait. Et là aussi, ça peut aller dans ce sens, donc, dans le sens où c'est, encore une fois, fantasmé, et où Gloria n'existerait pas du tout, en fait, tout simplement. Donc j'ai conscience que c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais
vraiment, ça me pose question en tout cas. Un peu plus tard, les deux jeunes volent des boîtes de conserve dans une caravane. Et c'est vrai que c'est Paul qui s'introduit à l'intérieur de la caravane. C'est Gloria qui casse la fenêtre, mais c'est lui qui s'introduit à l'intérieur. Et ensuite, on les voit donc voler les boîtes de conserve, fuir la personne qui arrive. Et en fait, c'est elle qui porte les boîtes de conserve. Alors ça, j'étais attentif là-dessus parce que je me disais, bah, c'est bizarre quand même, pourquoi c'est pas Paul qui porte les boîtes de conserve, c'est Gloria. Et ça m'a semblé très bizarre parce que là aussi je me suis dit, bah, dans quel monde ça va être la jeune fille qui porte les boîtes de conserve alors que bah, courir avec des boîtes de conserve, je sais pas si vous avez déjà essayé. Alors bon, j'ai pas essayé non plus, mais je pense que ça va pas être évident, surtout pour des jeunes enfants comme eux, en fait, et du coup, enfin adolescents, et du coup c'est vrai que ça doit pas être évident, et surtout, réussir à semer un poursuivant comme ça, de cette façon-là, ça me semble pas possible. Donc soit c'est encore une facilité scénaristique, soit il s'agit encore une fois de quelque chose de fantasmé, et où ce serait Paul qui aurait pris les boîtes de conserve lui-même, puisque c'est lui qui fuirait, et c'est lui qui aurait la force physique de le faire, parce que je doute que cette jeune fille, Gloria, ait la force nécessaire pour courir avec des boîtes de conserve sur une distance pareille. Voilà, ça me semble juste pas logique, pas cohérent. Il y avait un autre élément également qui me faisait me dire que Gloria peut-être n'existait pas, c'est le fait qu'elle arrive à duper facilement ces infirmiers, ces soignants en tout cas, puisque elle arrive à faire des allers-retours comme ça entre l'institut et l'extérieur et à voir Paul à plusieurs reprises, puisque les deux discutent, se rencontrent, etc. et font vraiment connaissance. Et c'est très bizarre, je veux dire, c'est un institut qui me paraît à ce moment-là très mal surveillé dans ce cas, parce qu'elle fait quand même beaucoup d'allers-retours, à plusieurs reprises on la voit, et moi ça me fait me dire que c'est là aussi inventé, c'est une figure qui est totalement inventée. En plus, elle est toujours habillée de rouge, toujours avec cette même robe, à aucun moment elle ne change d'habit, elle ne change de vêtements. Pourquoi ? Parce que c'est peut-être là aussi une vision fantasmée de Paul, parce que, ben, je veux dire, elle a beau être dans un institut, normalement on change de vêtements tous les jours a priori, et pourquoi elle ne changerait pas de vêtements, elle aurait toujours la même robe, je ne sais pas, sauf si c'est un personnage qui n'existe pas, un personnage qui est totalement fictif à l'intérieur même de la diégèse du film en fait. Et c'est vrai que Paul, il peut avoir inventé cet ami imaginaire. Alors j'ai pas vu le film 2 fois, mais si jamais je revoyais le film, je serais un peu plus attentif sur certains éléments, et je me dirais peut-être qu'on peut interpréter vraiment en allant dans ce sens sur certains points, notamment en termes de discussion, il y a un double sens, une double lecture, je pense, possible. En plus, l'histoire de Gloria, elle est quand même complètement cousu de fil blanc et complètement tiré par les cheveux. C'est-à-dire que c'est une histoire où on nous dit, enfin c'est elle qui nous le dit, et là aussi d'un point de vue de la narration, en termes de fiabilité, on peut se poser des questions, puisque c'est un personnage qui nous dit que son oncle veut son argent, etc., et l'a enfermée là, mais qu'elle n'est pas folle. On se rend compte, nous, qu'elle est vraiment folle, même dangereuse. Et de ce fait, tout ce qu'elle nous dit, on peut se poser des questions, et se dire que c'est faux. Donc, si jamais elle existe, ce qu'elle nous a dit est faux, et si elle n'existe pas, toute cette histoire, elle semble être issue du fruit du cerveau, de l'imagination de Paul, et notamment aussi le fait qu'on ne voit jamais le grand-père finalement, on en entend parler, on voit une image qui est un peu fugace, on en parle mais on ne voit jamais, même au téléphone finalement c'est Gloria qui soi-disant appelle le grand-père, c'est elle également qui s'éloigne, et on la voit jamais au téléphone en fait avec le grand-père. Donc, est-ce que ce grand-père existe ? Est-ce que ce grand-père n'est pas, là aussi, le fruit de l'imagination de ce gamin ? C'est possible. Pour moi, tout va dans ce sens. Il y a un plan aussi. À un moment, ils sont sur l'eau, en fait, et il s'est pris un coup. Paul, on le voit danser avec Gloria. Il tourne comme ça, comme s'il faisait une valse, en fait. Une valse un peu de pantin, parce que quand il se retourne, on voit que Gloria, c'est une poupée. En fait, une poupée à taille humaine, et du coup là aussi on peut se poser la question, est-ce qu'elle existe vraiment ? Est-ce qu'elle n'est qu'une simple poupée ? Est-ce qu'elle n'est qu'une simple marionnette ? C'est possible, en tout cas c'est vraiment troublant, et on peut là aussi se poser la question. Je vais revenir un petit peu sur le cas du personnage interprété par Benoît Poelvoorde. Là aussi dans mon interprétation, il y en a que ça va décevoir, mais je pense que là aussi le personnage n'existe pas, pour une raison simple en fait, pour plusieurs raisons d'ailleurs, un faisceau d'indices qui vont là aussi dans ce sens. Je dirais que, alors déjà c'est un personnage qui vit coupé, hors du monde. Il dit qu'il a un téléphone, etc. Mais je vais y revenir juste après sur l'histoire du téléphone. Et en fait, c'est un personnage qui, comme par hasard, s'intéresse aux oiseaux,
alors que Paul, le protagoniste, s'intéresse lui aussi aux oiseaux. On le voit par rapport à son intérêt avec le petit oiseau qui après finit par mourir, et également par son intérêt sur le livre qu'il lit sans arrêt autour des oiseaux. Et du coup, par rapport à cette passion pour les oiseaux, est-ce qu'il a pu développer un personnage qui est centré autour des oiseaux là aussi? Et on le voit notamment que Benoît Poelvoorde, quand il l'accueille, il lui montre un rivage avec des oiseaux qui vivent en couple ad vitam aeternam. Et c'est vrai que c'est un miroir de sa propre relation qu'il a tissée avec Gloria. C'est un miroir également de la relation qu'a Poelvoorde, le personnage de Poelvoorde psychologiquement avec son être disparu, avec sa compagne disparue. Et qui parle de fidélité, etc., d'amour, etc., inconditionnel. Et il a également un tatouage qui arbore un oiseau, là aussi, donc beaucoup d'indices qui montrent que peut-être ce personnage n'existe pas, et peut-être que ce personnage, ayant un oiseau dans le dos en termes de tatouage, peut-être que c'est une émanation du petit oiseau qu'il avait recueilli au début du film et qui était mort, en fait, donc une sorte d'émanation un peu fantasmagorique de cet oiseau, pourquoi pas, qui prendrait une forme humaine ici, puisque c'était presque le seul ami finalement de Paul, en fait. Donc bon, voilà, ça peut être tiré par les cheveux, ça peut être voilà, sujet à caution, mais je me dis pourquoi pas. Et on le voit également dans l'échange qu'ils ont à ce moment-là sur les berges. Il explique que parfois il entend sa compagne morte et qu'elle lui parle. Et je me dis, c'est peut-être ce que fait aussi le jeune Paul avec Gloria. Est-ce que c'est pas une compagne? Est-ce que c'est pas une jeune fille qu'il a connue par le passé? Est-ce que c'est une jeune fille qui existe vraiment? Est-ce que c'est une jeune fille qui n'existe pas et qui n'entend que dans sa tête? C'est possible, et à ce moment-là, Poelvoorde, le personnage de Poelvoorde nous expliquerait à nous, spectateurs, la situation réelle de la folie du protagoniste. Et à ce moment-là, c'est à nous de décrypter un petit peu ce message. Il y a un autre élément, moi, qui m'a interpellé, c'est le passage où Paul il va s'énerver contre sa mère suite à la mort de l'oiseau, en fait. Et je trouvais ce passage assez intriguant parce que on voit que c'est un personnage, Paul, qui ne s'énerve jamais. Il est toujours très placide, très calme, très réservé, en fait. Voilà, il s'énerve jamais. Et c'est le seul passage où il s'énerve, c'est au moment de la mort de son oiseau. Et je me disais qu'à ce moment-là, est-ce que ça n'était pas un déclencheur pour matérialiser une folie de Gloria qui prendrait, en fait, sa folie prendrait en quelque sorte forme à travers les traits de Gloria et à travers les accès de folie et de rage de ce personnage, puisque lui-même, à ce moment-là, ne serait pas capable, en tant que personnage assez passif, personnage assez suiveur, assez faible, et qui n'est pas du genre à s'énerver, il prendrait les devants grâce à un personnage qu'il fait intervenir, qu'il crée de toutes pièces, le personnage de Gloria, qui, elle, est un personnage totalement imprévisible, qui va avoir des accès de folie et de colère noire, et bon, je me dis que c'est là aussi une piste à investiguer, en tout cas. Je vais revenir également sur l'accident qui a lieu vers la fin du film, un accident qui mêle donc le personnage de Benoît Poelvoorde, qui mêle Paul et Gloria, et cet accident il est très particulier parce que c'est un accident qui pour moi me semble totalement métaphorique, et là aussi qui peut ne pas être réel, dans la mesure où, si c'est métaphorique, ça représenterait en quelque sorte l'état intérieur du personnage qui hésite à ce moment-là, parce qu'il est dans une position de décision charnière en fait, où il va choisir entre soit s'enfoncer totalement dans la folie, soit retourner vers des rivages un peu plus entre guillemets normaux et plus sereins, puisqu'il vient de téléphoner à sa mère. Et à ce moment-là, il a la possibilité, en fait, si vous voulez, de revenir vers sa mère ou de s'enfoncer totalement dans la folie et de s'oublier. Et du coup, ça pourrait représenter son combat intérieur, qui se livre à lui-même, qui se livre avec sa folie. Et ça pourrait désigner, du coup, sa défaite, en fait, sa défaite intérieure. Et on voit d'ailleurs que juste après cet accident, il s'en sort avec Gloria, et Benoît Poelvoorde, on le revoit plus. En fait, on le revoit plus à ce moment-là, et on ne voit pas son corps, on voit rien du tout. Donc là aussi, je m'interroge, est-ce que le personnage existe réellement? Est-ce que ça signifie donc que, au sortir de cet accident, le personnage de Paul sort avec sa folie finalement, il s'enfonce dans sa folie, et il va embrasser totalement cette folie en fait. Donc c'est possible. Surtout que dans le plan final du film, c'est un plan qui est très bizarre dans sa construction et qui là aussi interroge parce que on va être sur Paul, la caméra va ensuite effectuer un petit panoramique
vers le soleil, on va dire, ensuite, tout en tournant, et va revenir ensuite sur Paul et s'attarder à la fois sur Paul et à la fois sur Gloria, tout en continuant ce panoramique. Et les deux personnages arborent une blessure, une sorte, alors c'est pas une cicatrice, mais c'est une blessure due à l'accident, qui est pratiquement similaire, en tout cas pas symétrique, mais très proche. Et du coup, là aussi, ça interpelle parce que au début du plan, on voit Paul qui est tout seul sur cette barque. Alors, évidemment, le cadre joue un peu sur cette focale où on est sur lui, donc on n'a pas beaucoup d'air sur l'écran vers sa droite, donc on ne sait pas si Gloria est là, mais l'écran, donc la caméra se monte et ensuite revient, et après les deux sont côte à côte. Et par rapport à leur positionnement, j'ai l'impression que Gloria à ce moment-là est quand même très proche de lui, et on aurait peut-être dû la voir sur le plan précédent, en fait, enfin pas sur le plan précédent puisque c'est le même plan, mais en tout cas sur le début du plan. Et du coup, ça pose encore des questions à ce moment-là. Est-ce qu'elle existe réellement? Est-ce qu'il n'est pas seul sur ce bateau? C'est possible. On peut s'interroger aussi sur le moment où le personnage de Paul joue avec le personnage de Poulvord au sujet du jeu de l'œuf. Paul perd, mais au moment où l'œuf va s'abattre sur lui, eh bien, c'est Benoît Poulvord qui le prend. Et c'est un geste qui est extrêmement symbolique. Il a ce combat intérieur, donc il va pas s'infliger du coup ce gage, mais malgré tout, il s'inflige le gage d'appeler la mère. C'est vrai que c'est étonnant parce que il appelle sa mère, donc à ce moment-là, c'est ce qui le raccroche à la réalité, c'est ce qui le raccroche à un cadre de, on va dire, sain. Et après, au final, il finit par s'engouffrer dans la folie totalement. Voilà, hein, j'ai fait un peu le tour de mes interprétations. Hein. Pour moi, effectivement, tout ce qu'on voit à l'écran est faux, ou en tout cas sujet à discussion. Et pour moi, le personnage de Paul, c'est lui qui est fou, en fait, et il imagine totalement Gloria. Après, je sais que c'est contestable, parce que tout va pas forcément dans ce sens, et puis j'essaie, entre guillemets, un peu d'arranger l'angle d'attaque, on va dire, donc c'est vrai que ça peut, voilà, être contestable. Mais bon, en tout cas, il y a des pistes de réflexion, je pense, à avoir là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu, en tout cas. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous invite à liker, à commenter et à partager, hein, si vous avez aussi apprécié le contenu. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne, ainsi qu'aux différents réseaux sociaux de la chaîne, que j'indique donc quelque part par ici. Je vous remercie d'avance. Et si vous souhaitez poursuivre avec mes analyses et mes interprétations personnelles, eh bien n'hésitez pas à vous rendre sur mes vidéos du Joker par exemple. J'avais fait une grosse critique de 49 minutes, donc n'hésitez pas. Et également au sujet du film Les Misérables par exemple, le film français là aussi, qui était sujet à interprétation. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil à ces vidéos. Je vous remercie pour tout. Voilà, je vous dis donc à très bientôt et surtout allez voir des films et des séries. À très vite. Ciao les expressistes. Si vous avez aimé cette vidéo, ou que vous avez trouvé cet avis utile et que vous en souhaitez d'autres, le pouce bleu en bas de la vidéo est fait pour cela. Et abonnez-vous à la chaîne si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos. Merci à tous les expressistes et à bientôt pour un nouvel avis Ciné Express. J'y vais pas.